Et si la Côte d'Ivoire était devenue, en silence, l'une des plus grandes forces militaires d'Afrique? Classement, chiffres, stratégie, voici ce que cache vraiment ce top 20. Abonnez-vous, likez et partagez. Sur 145 pays dans l'édition 2026 du classement de la puissance de feu mondiale Global Firepower, la Côte d'Ivoire occupe le 108e rang avec un indice de puissance. Ce classement publié chaque année évalue les capacités militaires conventionnelles des États à partir de plus de 60 critères, incluant les effectifs, les équipements, les capacités logistiques, les ressources financières et les contraintes géographiques. Sur l'échelle régionale, l'armée ivoirienne se place comme 3e puissance militaire ouest-africaine, derrière le Nigeria et le Mali. À l'échelle du continent, l'armée ivoirienne fait une importante progression en se classant 19e, intégrant le groupe des puissances militaires dites intermédiaires. Mais l'armée reste derrière l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria, l'Afrique du Sud ou encore l'Éthiopie, considérés comme des poids lourds sur le continent. Mais au-delà de ces avancées notables, l'armée ivoirienne se doit de renforcer davantage ses compétences stratégiques ainsi que des équipements lourds, notamment l'aviation militaire et les capacités navales. Lamine Fofana, l'armée ivoirienne, nouvelle puissance militaire dans la région? On est sur une bonne dynamique. C'est un domaine qui réussit bien au président Alassane Ouattara. C'est une de ses grandes priorités et comme on le dit, les chiffres ne le montrent pas en la matière. 108e mondial, 3e puissance militaire de l'Afrique de l'Ouest et 19e puissance militaire de l'Afrique. Moi, je pense que maintenant, l'enjeu sera de partir chercher dans le top 10. C'est quelque chose aussi qui ne nous laisse pas le choix. Ça ne nous laisse pas le choix dans le sens où les réalités géopolitiques régionales et mondiales nous imposent d'avoir un minimum d'évolution en la matière. Lorsqu'on regarde aussi le cumul du budget de la Côte d'Ivoire en matière de défense et sécurité en 2025 et en 2026, on a eu une évolution de 11%. Donc c'est quelque chose de très significatif. Malgré les contraintes budgétaires, la Côte d'Ivoire, depuis quelques années, reste dans les restrictions budgétaires de l'UEMOA, donc quitte à ne pas dépasser les 3% de dette en matière d'équilibre budgétaire, mais en restant aussi dans cette performance-là, on arrive quand même à augmenter le budget de la défense et de la sécurité, ce qui aussi donne ce résultat-là. Donc pour moi, c'est une très belle dynamique parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'en Afrique, on a un fort risque de contagion en matière d'instabilité sécuritaire dans le Sahel, donc il faut prendre ses précautions. La Côte d'Ivoire aussi, c'est un pays qui a un bon soft power. Donc lorsqu'on a un bon soft power aussi, il faut équilibrer aussi son hard power. Donc on ne va pas rester toujours dans le pays fun, le pays chic, le pays hospitalier, qui va se faire surprendre en matière de sécurité. Même on en parlait lors de l'élection du président de la République. L'indice de sécurité actuellement en Côte d'Ivoire de 1,2. Donc la sécurité intérieure est sur une bonne dynamique. Même par rapport aussi au rapport ça compte aussi des populations par rapport aux forces de l'ordre. On commence à avoir aussi une bonne atmosphère. On a vu récemment avec l'affaire de l'influenceur Pouchou National, donc la Brino qui a réagi très rapidement, une heure après les faits, qui a pu intercepter aussi ces malfrats. Ce sont des signes qui, mis l'un dans l'autre, arrivent à réjaillir sur ce genre de situation. Maintenant, après, l'enjeu pour moi, c'est sur le plan mondial, un peu plus compliqué. Aujourd'hui, on est dans une configuration mondiale où un président peut prendre un autre président et partir dans son pays. Donc, ça fait un peu peur. Donc, pour moi, il faut aller crescendo, battre les indices au niveau régional. Donc, aller chercher les pays comme l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Éthiopie et autres. Et puis maintenant, afficher une volonté aussi de puissance militaire mondiale qui sera un autre domaine, d'autres enjeux et d'autres difficultés également. Cette montée en puissance des forces militaires ivoiriennes, c'est également le fruit d'une loi de programmation militaire mise en œuvre, maîtrisée depuis quelques années et qui porte ses fruits. Josias Assémon. Oui, il y a une chose très importante aussi à signifier. Dites-nous. On peut parler de puissance militaire, mais il ne faut pas forcément regarder le nombre de fantassins qu'on a. C'est-à-dire, si on a 10 000 soldats, 20 000 soldats, ce n'est pas ça qui fait la puissance militaire. La puissance militaire ne se mesure pas au nombre, à l'effectif des forces. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui pensent que c'est lorsqu'on a beaucoup de personnes qui attrapent l'âme qu'on a une puissance militaire. Alors, la Côte d'Ivoire, si elle est connue pour être une puissance économique, ça n'a pas été le cas, n'est pas tout le temps le cas, parlant du secteur militaire. On n'est pas habitué à dire que la Côte d'Ivoire est une puissance militaire. C'est plutôt des pays comme le Mali, le Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Égypte, qui est toujours à la tête d'ailleurs, qui sont des pays reconnus comme puissants, militairement parlant. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de faire ses preuves. On est aujourd'hui dans le top 20. Mais moi, ce qui m'intrigue un peu, ou me gêne un peu, c'est de voir un pays comme le Mali, qui est devant nous. Ce n'est pas pour sous-estimer le Mali, mais c'est pour montrer quelque part que le Mali aujourd'hui est confronté à une difficulté, le terrorisme. Et si le Mali n'arrive pas à se dégager du terrorisme, d'autant plus que le Mali, selon le classement du GFP, est 17e et que la Côte d'Ivoire est 20e, je fais un parallèle que je souhaite ne pas voir. Si on a par exemple le terrorisme en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on a des chances aussi, si le Mali qui est puissant militairement comparé à nous, qui n'arrive pas à s'en sortir, de nous par exemple s'en sortir? C'est vrai. Bon, pas que l'armée... on pourrait vous répondre que le terrorisme c'est une guerre asymétrique. Exactement. On ne pourrait pas traiter comme une guerre classique. C'est pourquoi je voulais signifier que ce n'est pas que l'armée, mais c'est l'armée qu'on voit devant, qu'on parle du terrorisme. Bien sûr. Donc dans l'ensemble, c'est une bonne avancée. Maintenant, s'il faut regarder ça, parler de puissance mondiale et de puissance militaire, pardon, je crois que non.
C'est vrai, la Côte d'Ivoire est en train d'évoluer, mais on ne peut pas dire là maintenant qu'on est une puissance militaire. Pour pouvoir atteindre ce niveau, je pense qu'il faut passer un autre cap. Où on verra par exemple des soldats ivoiriens dans des conflits aider d'autres pays, où on entendra beaucoup parler de l'armée ivoirienne sur la scène internationale. Et à partir de cet instant, on pourra monter en puissance avec toute l'expérience qui sera acquise par nos soldats, mais quelque part une maîtrise de certains combats différents de ceux qu'on connaît déjà. Alassane ? La Côte d'Ivoire, l'armée ivoirienne a déjà participé à plusieurs missions d'intervention hors du territoire ivoirien. Ça a été le cas au Mali. D'ailleurs, on se souviendra que l'une de ces cohortes a été emprisonnée à Bamako pour dire que oui, la Côte d'Ivoire, l'armée ivoirienne a participé à plusieurs missions de grande envergure. Mais moi, là où ce sur quoi je veux mettre l'accent, c'est cette première partie de Josias qui est très pertinente. C'est que ce qui fait aussi la force de l'armée ivoirienne, notamment dans la lutte, par exemple, contre le terrorisme, et pour le rassurer, c'est que là où d'autres armées sortent tout de suite les armes, l'armée ivoirienne ne sort pas tout de suite les armes. L'armée ivoirienne fait une politique de proximité avec les populations. Elle travaille avec les populations pour que les populations servent aussi de rempart contre la menace terroriste. On a connu la menace terroriste, nous aussi. On a eu l'attaque de Bassam, on a eu 2 fois Kafolo, on a eu Teini, et l'armée a réussi à repousser la menace jusqu'au-delà des frontières ivoiriennes. Donc pour dire qu'on a une armée qui est confrontée aux enjeux actuels et réels et qui s'en sort plutôt bien, moi je pourrais la qualifier de puissance. Ce sur quoi je veux mettre l'accent, c'est comment est-ce qu'on arrive justement à avoir une telle armée qui monte en puissance de plus en plus. C'est une formation militaire qui est accélérée, avec une académie des forces armées au cœur de laquelle la formation est faite avec rigueur et professionnalisme. Et c'est tellement fait avec rigueur et professionnalisme que vous avez au moins tous les ans 60 élèves qui viennent de 12 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale pour venir participer aux formations que l'Académie des forces armées ivoiriennes donne. Et d'ailleurs, de toutes les cohortes qu'il y a eu de 1963 à aujourd'hui qu'existe l'Académie, vous avez de grands généraux qui sont sortis de là. L'actuel général des forces armées ivoiriennes, Lassina Doumbia, qui est général d'armée désormais, en fait partie. Le ministre Wagondo en fait partie. Le commandant supérieur de la gendarmerie à Palo Touré en fait partie. Et ça, je pense que la formation sur laquelle mise la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose d'assez important. Et pour finir, Ali, vous avez parlé tout à l'heure de loi de programmation militaire, c'est très bien vu, parce que cette même loi de programmation militaire, un autre projet a été annoncé en décembre 2025 par le désormais vice-premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, une nouvelle loi de programmation militaire sur la période 2026-2030 pour, dit-il, renforcer la capacité des forces armées ivoiriennes face aux défis sécuritaires, notamment le terrorisme sous-régional. Gaël ? Alors, je ne vais pas revenir sur ce que mes prédécesseurs ont dit, c'est pertinent. Je vais aller un peu loin dans le passé. Vous vous souviendrez que du temps du président Houphouët-Boigny, il mettait la Côte d'Ivoire, il présentait la Côte d'Ivoire comme un pays de paix, un pays où il n'y a pas de violence, un pays qui accueillait même la plupart des autres pays qui étaient en guerre. Donc le président Houphouët, je vais le dire, peut-être avait un peu peur des armes. Il n'aimait pas les armes. Du coup, la Côte d'Ivoire ne misait pas beaucoup dans l'armée. On comptait plus sur le traité militaire avec la France d'autodéfense au cas où il y a quelque chose qui arrive. On se souvient que quand le président Gbagbo a été attaqué entre 2000 et 2002, on a vu des témoignages où il disait même que l'armée manquait de munitions. Ça va du témoignage de Lida Kwasi qui l'a dit. Donc c'est dit qu'en ce moment-là, la Côte d'Ivoire ne prenait pas vraiment au sérieux cette question de l'armée. Après 2010, vu la crise qu'on a vécue, le président Ouattara prend le pouvoir, il doit régler la question sécuritaire. Pendant qu'il est en train de faire les efforts pour régler la question sécuritaire, attaque de Grand Bassam, 2011-2012, je crois, si mes souvenirs sont bons. 2013. 2013, voilà. 2015. 2015. Mars 2015, quand ils sont en train de se battre pour régler l'indice de sécurité, après la crise qu'on a vécue, parce que vous savez que ce genre de crise, quand on finit, les armes restent encore, malgré le désarmement et tout, le grand banditisme, il est vraiment accru. Donc, dans cette période-là, attaque de Bassam, on prend encore plus conscience que pour être une grande nation, il faut vraiment avoir une armée qui à la hauteur de la force économique même. Parce que quand vous avez une bonne économie, vous avez l'argent, vous devez aussi miser comme ça dans l'armée. Quand Josias dit que, il est un peu relativement au Mali, même si je n'ai pas envie d'en parler, c'est pour dire un peu que dans le temps, on n'avait pas les mêmes réalités. Et aujourd'hui, face à la menace terroriste, à l'insécurité, mais on ne peut pas faire autre chose que de s'armer, normalement, de former le nombre de personnes qu'il faut, d'acheter autant de matériel. Et avec la loi programmatique militaire qui évolue bien, on voit que le ministre de la Défense a son poste. Et il faut le dire, quand c'est bon, il faut le dire. Le ministre Téné Birahima, depuis qu'il a la Défense, a fait ce bon travail-là qu'il continue de faire. On voit que cette année encore, le budget a augmenté. Et je pense, et je dis que l'armée ivoirienne monte en puissance et d'ici les 5 prochaines années, serait même en train de dépasser un pays comme le Mali. Très bien. Mohamed Nour, on termine avec vous sur ce sujet. Oui, je pense que les généraux et les commandants ont déjà parlé, donc je ne vais pas dire beaucoup plus de choses. Que peut dire un lieutenant quand les généraux et les commandants en parlent? Absolument. On vous donne quand même la parole. Merci. Non, mais il est clair qu'on a une armée qui est en pleine montée en puissance. Parce que rappeler quelque chose, c'est que 15 ans plus tôt, on avait une armée qui était divisée, qui était fracturée. Donc il a fallu la reconstruire, la réarmer aussi. Vous avez parlé de problème de munitions, etc. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'on a aujourd'hui, en 2025-2026, on a un budget militaire qui est autour de 400-500 milliards de francs CFA, qui nous fait l'un des plus gros budgets de l'UEMOA, voire le premier. Donc on a une bonne armée. Mais après, moi, je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que les questions militaires ne sont pas que des questions d'armes.
Aujourd'hui, il y a aussi la question de l'informatique et donc de la cybercriminalité. Là, aujourd'hui, on peut voir qu'effectivement, la Côte d'Ivoire a réussi à se mettre au point de la technologie. À ce niveau-là, est en train justement de pouvoir contrer les menaces informatiques au niveau militaire, bien évidemment. Donc, il y a peut-être encore des manquements, mais je pense que c'est une question qui a commencé à être traitée. Et aussi, je voudrais revenir un peu sur ce qu'Alamine disait par rapport au soft power et au hard power, qui est pour moi quelque chose de très intéressant, parce que le hard power, effectivement, ça ne permettra à l'État de Côte d'Ivoire d'avoir une sorte d'influence, en tout cas au niveau sous-régional, même si au niveau mondial, on est un peu encore loin du compte, mais au niveau sous-régional déjà, on peut avoir une certaine influence sur nos pays voisins, ce qui va nous permettre, a fortiori, de lutter aussi contre la menace terroriste et de pouvoir accompagner les autres pays voisins qui ne sont pas encore touchés à lutter contre les menaces terroristes. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.